Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les femmes sont généralement perçues comme douces, maternelles et gentilles, mais il y a eu des femmes dans l'histoire qui se sont montrées plutôt impitoyables. Vous ne voudriez certainement pas croiser la route de ces prochaines personnes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 20 femmes les plus dangereuses de tous les temps. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Xingxi était une pirate légendaire de la dynastie Qing en Chine. Après la mort de son mari, elle prend le commandement d'une flotte impressionnante de 1800 bateaux pirates et de 80 000 hommes. Il est même dit qu'elle était encore plus célèbre que le pirate Barbe Noire. Mais comment a-t-elle fait? Eh bien, elle était assez sage pour savoir que pour régner sur tout ce que son mari avait laissé derrière lui, il fallait établir l'ordre. Elle a donc conçu un code de loi strict qui unirait les pirates sous la flotte du drapeau rouge. Ce code est resté invaincu malgré les défis de la dynastie Qing, de la marine portugaise et de la Compagnie des Indes orientales. Xingxi est née sous le nom de Xi Yang dans une famille Tanka et a grandi parmi des personnes vivant sur des voiliers chinois le long de la côte. En 1801, elle rencontra le formidable commandant de la flotte du drapeau rouge, Cheng Ier, l'épousa et ensemble ils conquirent les mers. Mais la principale raison pour laquelle elle est considérée comme la pirate la plus titrée de tous les temps est qu'elle a pu repartir avec une grande richesse, un titre de noblesse et plusieurs navires et marins. Contrairement à Barbe Noire, qui a connu un destin différent, elle a vécu ses jours dans la liberté et la richesse. La vie remarquable de Xingxi a même inspiré le personnage de maîtresse Xing dans le film de 2007 Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Numéro 19. Maria Licciardi était un cerveau italien qui était une figure éminente de l'organisation Camorra de Naples, l'une des plus anciennes organisations criminelles d'Italie. Elle fut la première femme à diriger le clan Licciardi et joua un rôle clé dans l'alliance Secondigliano. Maria est connue sous de nombreux noms, dont la Madrina ou la Marraine. D'autres l'appelaient la Piccolina ou la petite fille en raison de sa petite taille. Mais parmi les femmes de la Camorra, elle était la Principessa ou la princesse. Elle a pris la direction du clan dans les moments les plus chaotiques, mais elle a tout géré avec sagesse et force. Maria a efficacement maintenu la stabilité malgré les défis et les luttes de pouvoir en formant une alliance avec les 20 autres clans de la Camorra, lui permettant de prendre le contrôle total de Naples. Ce n'était pas pour de bonnes raisons, mais la population locale l'a respectée pour le fait qu'elle fournissait des emplois dans la région. De 1993 jusqu'à son arrestation en 2001, elle a exercé un pouvoir important à Naples. En prison, elle conservait toujours le contrôle des opérations du clan Licciardi. Après sa libération en 2009, elle aurait été à la tête de l'alliance Secondigliano, ce qui lui a valu le surnom de Tante Maria. La police l'a même décrite comme une leader née, dotée d'une intelligence extraordinaire. Numéro 18. L'histoire d'Irina Gaïdamachuk est à la fois déchirante et terrifiante. Elle est née à Nyagan, en Russie, en 1972 et elle a eu une enfance difficile marquée par l'influence destructrice de l'alcool dans sa famille. Dans les années 1990, elle s'installe à Krasnoyarsk où elle rencontre Yuri, son mari, et ils ont 2 enfants. Cependant, Irina n'a pas pu échapper à ses problèmes d'alcool et son mari a cessé de lui donner de l'argent, ce qui l'a amené à prendre des mesures extrêmes pour satisfaire ses envies. En juin 2000, Irina a choisi sa première victime, une personne âgée, et a ainsi commencé son règne secret de terreur qui a duré 8 ans. Elle se promenait souvent dans les rues avec un sac contenant un marteau ou une hache. Elle s'est fait passer pour une assistante sociale sympathique, a gagné la confiance des victimes, est entrée dans leur maison, puis les a attaquées avant de leur voler leur argent. Selon la police, son butin n'était qu'une petite somme entièrement dépensée en alcool. Au total, elle a acquis la somme dérisoire de 1 500 $ au cours de ces 8 années. En raison de ces crimes, la police a qualifié Irina de Satan en jupe. Numéro 17. Enedina Arellano Félix de Toledo est une baronne de la drogue mexicaine qui dirigeait avec ses frères le tristement célèbre cartel de Tijuana, ce qui en faisait l'une des organisations criminelles les plus importantes et les plus violentes du Mexique. Initialement, Enedina servait de comptable au cartel, travaillant en coulisses pour gérer son argent illégal.
Après l'arrestation de son frère Eduardo en 2008, Enedina a pris la direction du cartel. Cependant, lorsqu'elle était plus jeune, elle ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise familiale. Elle s'intéressait aux concours de beauté et rêvait de devenir la reine du carnaval de Mazatlan en 1977. Cependant, elle dut abandonner son rêve lorsqu'on apprit que ses frères étaient recherchés par les autorités américaines et mexicaines. Elle a d'abord étudié à Guadalajara, mais a rejoint l'entreprise familiale au milieu des années 1980, où elle est devenue la conseillère financière de ses frères. En fait, les autorités l'ont qualifiée de cerveau financier du cartel de Tijuana. Selon le gouvernement mexicain, elle n'était pas impliquée dans les guerres de ses frères, mais plutôt dans la formation d'alliances et de gains d'argent. Numéro 16. L'histoire d'Aileen Wuornos fait se demander si les criminels naissent ou sont créés. L'histoire de sa vie est si choquante que les cinéastes ont voulu en faire un film intitulé Monster, sorti en 2003. Aileen a eu une enfance difficile et ses parents se sont mariés jeunes et ont ensuite divorcé. Elle n'a jamais connu son père, Leo, qui a également commis ses propres crimes horribles. Aileen a toujours eu une éducation difficile et ses expériences se sont aggravées à mesure qu'elle entrait dans l'adolescence. Les gens autour d'elle l'ont maltraitée et les membres de sa famille proche comme son grand-père l'ont maltraitée. Entre fin 1989 et fin 1990, 7 meurtres ont eu lieu dans le centre de la Floride sur une période de 12 mois, Aileen étant ensuite identifiée comme l'autrice. Les 7 victimes seraient des hommes blancs âgés de 40 à 65 ans et elle a affirmé que ces actes étaient des actes de légitime défense. Au cours de l'enquête, des objets volés liés à sa première victime, Richard Mallory, ont été découverts dans des prêteurs sur gage. Il s'est avéré qu'Aileen a vendu ou mis en gage de manière imprudente les biens volés de ses victimes, révélant ainsi sa trace et conduisant les autorités à sa porte. Numéro 15. Juana Dayanara Barraza Semperino, née le 27 décembre 1957, est une tueuse en série mexicaine. Elle est connue sous le nom de la Mata Viejitas ou la tueuse de petites vieilles dames et a été condamnée à 759 ans de prison pour le meurtre de 16 femmes âgées. Les autorités et les médias n'ont même pas pu déterminer le nombre total de ses victimes, mais les estimations suggèrent qu'il devait se situer entre 42 et 48 cas. En 2003, Juana a commencé à entrer dans les maisons de femmes âgées, se faisant passer pour une aide d'épicerie ou une fonctionnaire du gouvernement effectuant des contrôles. Une fois à l'intérieur, elle a utilisé des objets comme des collants ou des cordons téléphoniques afin d'étrangler ses victimes. Au départ, la police pensait que le meurtrier devait être un homme. Désespérée d'appréhender l'agresseur, la police a arrêté les mauvaises personnes, y compris une infirmière innocente qui correspondait aux descriptions du portrait robot. Selon un expert en criminalité, elle éprouvait beaucoup de colère envers sa mère, ce qui l'a amenée à s'en prendre aux femmes âgées. Numéro 14. Pour les habitants de Correggio en Italie, Leonarda Cianciulli apparaissait comme une mère amicale et attentionnée et une gentille voisine. Pourtant, sous cette façade, elle cachait un bien sombre secret. En 1939 et 1940, elle assassina 3 femmes de sa ville, transformant leur corps en savon et en gâteaux à base de soude caustique. Elle servait des gâteaux à la viande à des visiteurs sans méfiance et les partageait même avec son fils. Ses actions étaient motivées par la superstition, surtout lorsque son fils Giuseppe a décidé de rejoindre l'armée italienne. Elle croyait que les sacrifices humains le protégeraient et a donc commis ces crimes horribles. En plus d'être commerçante, Leonarda était aussi une sorte de diseuse de bonne aventure qu'elle utilisait afin d'attirer ses victimes. Cependant, elle a été rattrapée lorsque la belle-sœur de l'une des femmes a commencé à la rechercher. Au cours de l'enquête, elle a avoué les crimes et a fourni des détails effrayants sur ses actes. Numéro 13. Belle Gunness a gagné le surnom de Hells Bell en tant que tueuse en série norvégienne-américaine active dans l'Illinois et l'Indiana de 1884 à 1908. Elle est soupçonnée d'avoir tué au moins 14 personnes, principalement des hommes qu'elle a attirés via des publicités personnelles. Certaines estimations suggèrent qu'elle aurait pu être impliquée dans jusqu'à 40 meurtres, ce qui en ferait l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire. Bell possédait une ferme porcine à La Porte, dans l'Indiana, qui joua plus tard un rôle clé dans ses crimes.
Elle a d'abord assassiné 2 de ses maris et certains de ses propres enfants avant de disparaître mystérieusement en 1908. Ses crimes comprenaient la fraude à l'assurance et elle a empoisonné sa famille afin de collecter de l'argent. Par la suite, semblant avoir pris goût à ce qu'elle faisait, elle a commencé à rechercher des hommes par le biais d'annonces dans les journaux, les attirant dans sa ferme avec des promesses d'amour. Ces hommes arrivaient avec de l'argent puis disparaissaient sans laisser de traces. En 1908, sa maison brûle, révélant ainsi 4 squelettes. En outre, plus de 40 hommes et enfants ont été retrouvés enterrés autour de la ferme. Numéro 12. Mary Manning a travaillé comme femme de chambre pour Lady Blantyre à Londres, où elle est devenue fascinée par le style de vie somptueux et a commencé à rêver d'une vie luxueuse pour elle-même. En 1846, elle se rend à Boulogne avec son employeur et rencontre Patrick O'Connor, un homme âgé et riche qui s'intéresse à elle. Mais Maria avait déjà à l'époque un autre prétendant, Frederick Manning, qui lui avait dit qu'il hériterait d'une succession à l'avenir. Elle a vu que les 2 hommes avaient le potentiel de lui offrir la vie qu'elle désirait et a pensé qu'il était plus sage de choisir Frédéric parce qu'il était plus jeune. Elle épousa Frédéric, mais resta en contact avec Patrick, réalisant que Frédéric n'hériterait jamais d'une succession. Insatisfaite de son choix, elle complote afin d'assassiner Patrick. En août 1849, elle l'invita à dîner et alors qu'il se lavait les mains, elle lui tira une balle en pleine tête. Frédéric la rejoignit et ensemble, ils l'enterrèrent sous le sol de la cuisine. Ensuite, Marie s'est rendue au domicile de l'homme et a fouillé tous ses biens. Cette affaire est également connue sous le nom d'horreur de Bermondsey et marque la première exécution conjointe d'un homme et d'une femme en Angleterre depuis 1700. Leur crime a suscité l'intérêt du public et les gens ont même payé pour obtenir de bonnes places lors de leur exécution. Même le célèbre romancier Charles Dickens était présent et a écrit une lettre à ce sujet. Numéro 11. Ilse Koch, née le 22 septembre 1906, était une criminelle de guerre allemande devenue tristement célèbre pour ses actions horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Son mari, Karl Otto Koch, était responsable de Buchenwald, l'un des plus grands camps de concentration. Bien qu'elle n'ait pas occupé de poste officiel au sein du gouvernement nazi, elle a acquis une réputation notoire pour ses actes présumés. Lors de son procès devant une commission militaire américaine en 1947 à Dachau, Ilse Koch attira l'attention du monde entier. Elle a été accusée d'avoir sélectionné des prisonniers avec des tatouages complexes et intéressants afin de pouvoir utiliser leur peau pour créer des objets tels que des abat-jours, des gants et des couvertures pour un album photo de famille. Des témoins ont également affirmé qu'Ilse aimait porter des vêtements provocateurs pour attirer et séduire les prisonniers et que s'ils la regardaient, elle utilisait un fouet. De tels actes étaient considérés comme son amusement dans le camp et elle a gagné plusieurs surnoms dont la sorcière de Buchenwald et la bête de Buchenwald. Numéro 10. Griselda Blanco est née le 14 février 1943 et était une figure influente du trafic de drogue colombien. Elle a opéré depuis la Colombie vers des villes comme Miami, New York et la Californie. Griselda était connue sous le nom de Black Widow et a joué un rôle important dans le trafic de drogues illégales et dans la pègre de Miami des années 1970 au début des années 2000. Certains prétendent qu'elle avait des liens avec le cartel de Medellín, l'un des cartels les plus tristement célèbres de tous les temps. Griselda était mère de 4 enfants et a brisé les normes d'un monde dominé par les hommes. Elle s'est finalement débarrassée de ses 3 maris, a gagné une somme d'argent substantielle et a vécu une vie somptueuse en tant que chef d'une importante organisation criminelle. On pense qu'elle a été personnellement impliquée dans au moins 200 meurtres, mais certaines estimations évaluent ce nombre à plus de 2000. Sa réputation impitoyable l'a précédée et Netflix produit actuellement une série limitée intitulée Griselda qui décrira sa vie, avec l'actrice colombienne-américaine Sofía Vergara. Numéro 9. L'un des duos policiers les plus célèbres doit être Bonnie Elizabeth Parker et Clyde Chestnut Barrow, mieux connus dans la culture populaire sous le nom de Bonnie and Clyde. Bonnie est née le 1er octobre 1910 à Rowena, au Texas. Avant de devenir tristement célèbre, elle rêvait de devenir actrice dans sa jeunesse. Cependant, personne n'aurait pu prédire qu'elle mènerait une vie semée d'embûches.
Elle a rencontré Clyde en 1930 par l'intermédiaire d'un ami commun, et comme le décrivent la plupart des historiens, Bonnie est tombée profondément amoureuse de Clyde, l'incitant à adopter le style de vie qu'il menait. Certains disent que Bonnie s'est ennuyée de sa vie et a vu la vie de Clyde comme une aventure. Ensemble, ils sont devenus des hors-la-loi américains notoires, braquant des banques et des petits magasins pendant la Grande Dépression. Cependant, tous leurs crimes ne se sont pas déroulés sans heurts. À un moment donné, ils ont eu un vol raté qui a laissé Bonnie derrière les barreaux. En attendant son procès, elle s'est occupée d'écrire des poèmes, dont beaucoup concernaient sa relation avec Clyde. Numéro 8. Les Night Witches étaient un groupe de bombardiers de nuit entièrement féminins qui est devenu un atout crucial pour la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les femmes russes combattaient déjà courageusement sur les lignes de front, elles n'étaient initialement pas autorisées à rejoindre l'armée de l'air soviétique et à piloter des avions pendant la guerre. Cela a incité la major Marina Raskova, l'une des meilleures pilotes russes, à convaincre personnellement Joseph Staline, le dirigeant du pays, de former des femmes et de les laisser voler. Heureusement, Staline était un grand fan de Marina et il a accepté sa proposition, ce qui a conduit à des milliers de candidatures féminines. On les appelait les sorcières de la nuit parce que le bruit de leurs avions en bois ressemblait à celui d'un balai. Leurs avions étaient trop petits pour être détectés par des radars ou des localisateurs infrarouges et elles n'auraient pas utilisé de radio, donc les localisateurs radio ne pouvaient pas non plus les trouver. D'une certaine manière, elles étaient comme des fantômes, difficiles à repérer ou à suivre. Elles ont suivi une formation pour piloter des avions larguant des bombes sur les ennemis en utilisant uniquement des cartes, des boussoles et des lampes de poche. Elles ont également volé près du sol sans parachute. Numéro 7. Une autre femme qui est entrée courageusement sur le champ de bataille en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale est Lyudmila Pavlichenko, connue sous le nom de Dame de la Mort. Elle a gagné la distinction d'être la tireuse d'élite la plus titrée de l'histoire du monde, avec un total de 309 victoires confirmées avec son fusil. Originaire de Belayat-Tserkov en Ukraine, Lyudmila a toujours été résiliente et a constamment prouvé que les filles pouvaient être aussi capables, si ce n'est plus, que les garçons. Son intérêt pour les armes à feu l'a amené à exceller dans un cours de tir de précision, ce qui lui a valu un insigne de tireur d'élite. Par la suite, elle a travaillé dans une usine d'armement locale et lorsque l'invasion a eu lieu, elle s'est portée volontaire pour l'infanterie. Mais à sa grande consternation, ils lui ont d'abord confié le poste d'infirmière. Cela ne lui convenait pas, alors elle a décidé de prouver ses compétences en éliminant 2 ennemis avec des tirs très précis. Après cela, elle rejoint la 25e division de fusiliers de l'armée rouge en tant que tireuse d'élite, devenant ainsi l'une des 2000 femmes tireuses d'élite soviétiques. Seules 500 de ces femmes courageuses et compétentes ont survécu à la guerre, dont Lyudmila, et elle a rapidement été reconnue, étant même accueillie comme la première citoyenne soviétique à la Maison Blanche. Numéro 6. Phoolan Devi, également connue sous le nom de Reine des bandits, venait d'un milieu extrêmement pauvre de l'Uttar Pradesh en Inde. Comme la plupart des filles de leur communauté, elle a été mariée très jeune à l'âge de 11 ans. Malheureusement, son mari était un homme impitoyable qui la maltraitait et ne respectait pas les accords qu'il avait avec les parents de Phoolan. En 1979, Phoolan a été enlevée par une bande de bandits qui l'ont traitée de la même manière que son mari. Cependant, l'un des hommes du gang, Vikram Malla, a sauvé Phoolan. Vikram s'est occupé de Phoolan et lui a même appris à utiliser une arme à feu. Ensemble, ils ont volé les riches pour nourrir les pauvres et se sont même vengés de ceux qui avaient opprimé Phoolan dans son passé. Cependant, Vikram a été tué par un autre membre du gang et Phoolan s'est échappée, trouvant un autre gang qui la traitait mieux. Elle les a convaincus de l'aider à se venger de son ancien gang. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue connue sous le nom de Bandit Queen. Après sa vengeance intense, elle se rend à la police et passe 11 ans en prison. À sa libération, elle est devenue militante des droits des femmes et a même été élue au Parlement indien. Numéro 5. Au début du XVIIe siècle en Italie, alors que les femmes avaient des droits limités, une femme nommée Giulia Tofana s'est lassée du système. Elle a imaginé un moyen astucieux de lutter et de libérer les femmes des mariages abusifs. Giulia était connue de beaucoup comme simplement une femme qui vendait des produits cosmétiques et des ongles curatifs. Elle connaissait d'innombrables femmes maltraitées par leur mari, alors elle a intelligemment ouvert une pharmacie où elle vendait de l'Aqua Tofana,
déguisée en crème pour le visage ou en huile pour dame. Cependant, Aqua Tofana était un poison mortel développé vers 1630 en Sicile. On murmure que Giulia Tofana aurait perfectionné ce poison, hérité de sa tristement célèbre mère, Tofania d'Amado. Le poison était ouvertement vendu à la fois comme cosmétique et comme article religieux dans de petites bouteilles ornées d'une image de Saint Nicolas. On dit que plus de 600 personnes, principalement des maris, ont péri à cause de ce poison. Les femmes cherchant à mettre fin à leur mariage difficile achetaient le produit cosmétique et l'ajoutaient secrètement à la soupe ou au thé de leur mari. Numéro 4. À l'époque victorienne au Royaume-Uni, les femmes célibataires qui accouchaient étaient victimes de discrimination de la part de la société. Pour éviter l'humiliation, elles payaient une infirmière pour s'occuper de leur bébé. Ces pratiques très répandues étaient principalement pratiquées par des infirmières connues sous le nom de bébés agriculteurs. L'une de ces bébés agricultrices était Amelia Elizabeth Dyer, qui a adopté des centaines de bébés. Née en 1837 à Bristol, elle décide de devenir infirmière après avoir dû s'occuper de sa mère malade mentale. Après avoir entendu parler de la pratique de l'élevage de bébés auprès d'un ami, elle a annoncé ses services dans les journaux et s'est présentée comme très respectable. De nombreuses mères ont fait appel à ses services, lui payant environ 8 à 10 livres. Au début, elle s'occupait réellement des bébés avec l'argent qu'elle recevait. Cependant, plus tard, Amelia a commencé à négliger et pire encore. La véritable raison de cette situation n'a jamais été entièrement connue. Certains prétendent qu'elle a abandonné les bébés pour garder plus d'argent pour elle. D'autres disent qu'elle était mentalement instable et qu'elle avait été admise dans diverses cliniques au cours de sa vie. Elle a perpétré ces crimes horribles pendant environ 30 ans et les autorités soupçonnent qu'elle pourrait être responsable de la mort de plus de 400 bébés. Numéro 3. Samantha Louise Lou Waite, également connue sous le nom de White Widow, figure sur la liste des criminels les plus recherchés au monde. Elle était mariée à Germaine Lindsay, une terroriste qui a perpétré des attentats à la bombe à Londres. Les autorités soupçonnent Samantha d'avoir joué un rôle dans la mort de plus de 400 personnes. Elle serait également responsable de nombreuses autres activités illégales. À ce jour, elle est toujours en liberté, principalement recherchée par diverses agences internationales chargées de l'application des lois, dont Interpol. Il n'est donc pas surprenant que Samantha figure sur cette liste comme l'une des femmes les plus dangereuses au monde. Numéro 2. La comtesse Elizabeth Bathory est connue comme l'une des membres de la famille royale les plus tristement célèbres de l'histoire. Bien qu'elle ait vécu au XVIe siècle, son héritage effrayant continue de perdurer aujourd'hui. Elizabeth a impitoyablement mis fin à d'innombrables vies, en particulier à celles de jeunes filles, car elle pensait que consommer leur sang préserverait sa jeunesse et sa beauté. Au départ, elle ciblait ses propres servantes, mais lorsque sa soif de sang n'était pas satisfaite, elle se tourna vers les jeunes femmes rurales. Des familles de haut rang social envoyaient même leurs filles à Elizabeth pour apprendre les bonnes manières et le comportement féminin, ignorant le sort que ces filles subiraient de sa part. Selon des sources, elle serait responsable de plus de 600 morts, ce qui lui aurait valu une place dans le Guinness World Records en tant que meurtrière la plus prolifique. Certains historiens sont encore incertains de la véracité de tous les détails horribles concernant Elizabeth, en particulier ceux qui la comparent à un vampire. Cependant, plus de 300 témoins ont confirmé son comportement sadique. Numéro 1. Maria Mandel était une criminelle de guerre autrichienne qui a atteint un poste élevé pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon des sources, elle serait responsable de la mort de plus de 500 000 prisonniers. Elle rejoignit les SS en 1938 et impressionna ses supérieurs, ce qui lui permit d'acquérir plus de pouvoir et finalement de se voir attribuer son propre camp. Là, elle avait un contrôle total sur des centaines de milliers de prisonnières. Les survivants qui ont été témoins de ces actes ont décrit Maria comme extrêmement cruelle. Elle a séparé de force les mères de leurs enfants, les a laissés dans des cellules exiguës sans nourriture ni eau et a agressé physiquement ceux qui lui désobéissaient. En raison de ses accès de colère, de ses punitions sévères et de ses mauvais traitements brutaux, elle a gagné le surnom de la Bête. Elle s'est donné beaucoup de mal pour trouver des raisons d'agir violemment contre les prisonniers. En 1945, Maria a été capturée par l'armée américaine et traduite en justice. Qui considérez-vous comme la femme la plus dangereuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.